Camille Dubois observa depuis la fenêtre de son penthouse de 5 millions d'euros, dans le 16e arrondissement de Paris, sa fille Léa, 6 ans, assise muette dans la cour de l'immeuble. C'était ainsi depuis 8 mois, depuis que son père était parti avec sa secrétaire, laissant un vide que même tous les jouets coûteux ne parvenaient pas à combler. Les meilleurs psychologues pour enfants de France n'avaient pas réussi à lui faire prononcer un seul mot. Puis il arriva. Thomas Martin, 40 ans, éboueur du quartier, avec le sourire le plus authentique que Camille ait jamais vu. En ramassant les déchets, il remarqua Léa, assise seule, et commença à lui raconter sa journée, les chats errants qu'il nourrissait, les histoires qui lui arrivaient en travaillant. Camille était sur le point de descendre arrêter cet inconnu, mais resta paralysée quand l'impossible se produisit. Léa sourit. Pour la première fois en 8 mois, sa fille avait réagi à quelqu'un. Et quand Thomas revint le lendemain, se produisit le miracle que les docteurs à 500 € de l'heure n'avaient pas réussi à créer. Léa prononça son premier mot. Mais c'est eux que Camille ne savait pas, c'est que Thomas cachait un secret qui allait changer leur vie à jamais. Le penthouse de Camille Dubois dominait le 16e arrondissement de Paris comme une forteresse de verre et d'acier. Depuis l'immense baie vitrée panoramique, on voyait la ville palpiter de vie, mais à l'intérieur de ces murs luxueux régnait un silence dévastateur. Léa, 6 ans à peine, ne prononçait plus un mot depuis 8 mois, depuis ce jour maudit où elle avait vu son père charger ses valises et partir avec Sophie, son ex-secrétaire de 25 ans. Camille possédait tous ces que l'argent pouvait acheter. Un empire pharmaceutique hérité de son père qui valait 200 millions d'euros, une collection de voitures de sport, des dressings pleins de haute couture française. Mais tous ces luxe éblouissant, ne parvenaient pas à briser la barrière de silence qui entourait sa fille comme une prison invisible. L'enfant passait ses journées assises dans l'élégant salon minimaliste, entourée de jouets coûteux qu'elle ne touchait jamais. Et ces énormes yeux noisettes observaient le monde avec une tristesse qui fendait le cœur. Camille avait consulté les meilleurs spécialistes de France, neuropsychiatres infantiles, orthophonistes, même un gourou de la communication venu spécialement de New York. Tous avaient diagnostiqué un mutisme sélectif post-traumatique, mais aucun n'était parvenu à lui faire dire ne serait-ce qu'un mot. Chaque matin à 7 heures, Camille observait depuis la fenêtre la routine du quartier qui s'éveillait. Des cadres en costume-cravate qui couraient vers leur Mercedes, des dames élégantes promenant des chiens de race, des enfants accompagnés par leurs nounous vers des écoles privées très chères. Mais son attention était toujours captée par une silhouette particulière. Un homme en combinaison orange qui nettoyait les rues avec un dévouement qui semblait presque artistique. Thomas Martin avait 40 ans, mais en paraissait moins, grâce à ces sourires spontanés qui illuminaient son visage même dans les journées les plus grises. 1,80 m, physique sec, sculpté par le travail, cheveux châtains, toujours ébouriffés par le vent. Ceux qui frappaient le plus, c'étaient ses yeux, verts comme des émeraudes, pleins d'une vitalité que Camille ne voyait plus depuis des années dans les milieux qu'elle fréquentait. Thomas travaillait dans le quartier depuis 3 ans, mais Camille n'y avait jamais fait attention jusqu'à quelques semaines auparavant. Elle l'avait remarqué en train d'aider une dame âgée avec ses courses, puis en caressant un chat errant. Il y avait quelque chose dans son naturel qui l'intriguait. Dans un monde fait de calculs et de stratégies, Thomas semblait se mouvoir en ne suivant que l'instinct du cœur. Ce matin d'octobre, tandis que Camille préparait le petit déjeuner que Léa mangerait en silence, elle remarqua quelque chose de différent. Sa fille n'était pas sur le canapé comme d'habitude, mais pressait son petit visage contre la baie vitrée donnant sur la cour de l'immeuble. Suivant son regard, Camille vit Thomas qui venait de finir de vider les poubelles et ramassait des feuilles mortes tombées des tilleuls. Thomas leva les yeux vers l'immeuble et remarqua Léa à la fenêtre. Au lieu de détourner le regard comme l'aurait fait n'importe qui d'autre, il lui sourit et lui fit un petit salut de la main. Léa ne répondit pas, mais son corps se raidit légèrement, signe qu'elle avait remarqué l'attention.
Camille était sur le point d'éloigner l'enfant de la fenêtre quand quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas s'approcha de l'immeuble et commença à mimer une petite scène amusante. Il faisait semblant de parler au chat de la cour, grimaçait de façon comique en ramassant les déchets, se comportait comme un clown improvisé pour l'enfant qui observait d'en haut. Pour la première fois en 8 mois, Camille vit quelque chose qu'elle avait presque oublié qu'il existait. L'ébauche d'un sourire sur les lèvres de Léa. C'était à peine perceptible, fugace comme le battement d'ailes d'un papillon. Mais c'était là. Sa fille avait réagi à quelqu'un après des mois d'indifférence complète. Thomas termina sa petite représentation par une révérence théâtrale, salua de nouveau Léa et s'éloigna en poussant son chariot. Léa resta à la fenêtre encore 10 minutes, fixant l'endroit où il avait disparu, comme si elle espérait le voir revenir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Léa mangea tout son dîner sans que Camille ait besoin d'insister. Elle ne prononça pas de mots, mais ses yeux semblaient moins éteints, comme si une petite étincelle de curiosité s'était rallumée. Camille passa la nuit éveillée, repensant à la scène du matin. Un éboueur inconnu avait réussi à obtenir en 5 minutes CE que les meilleurs spécialistes n'avaient pas atteint en 8 mois. Il avait fait sourire sa fille. Le deuxième jour, Thomas arriva ponctuel comme toujours à 8 heures du matin. Mais cette fois, il remarqua immédiatement l'enfant à la fenêtre. Léa était déjà là qui attendait, pressée contre la vitre avec une expectative que Camille ne voyait plus depuis des mois. Thomas lui sourit et commença à raconter sa journée à haute voix, gesticulant comme s'il parlait à une amie. Camille, cachée derrière les rideaux, écoutait chaque mot. Thomas racontait avoir trouvé un chaton abandonné près des poubelles, comment il l'avait emmené chez le vétérinaire du quartier, comme c'était doux de le voir jouer avec les autres chats errants qu'il nourrissait chaque soir. Sa voix avait une qualité hypnotique, chaude, sincère, pleine de vie vécue. Léa buvait ses paroles. L'enfant avait incliné la tête vers la vitre comme si elle voulait mieux entendre. Et ses petites mains étaient appuyées contre la fenêtre et pour la première fois depuis des mois, son visage exprimait de l'intérêt pour quelque chose qui n'était pas le vide. Thomas continua pendant 20 minutes, racontant des histoires du quartier, des habitants qu'il rencontrait chaque jour, des petits drames et des petites joies de la communauté. Quand il termina sa tournée, il s'arrêta sous la fenêtre de Léa et lui fit une promesse qui fit retenir son souffle à Camille. Le jour suivant, l'histoire devint plus élaborée. Thomas transforma la collecte des déchets en une aventure épique, utilisant les poubelles et les balais comme décors. Il raconta l'histoire de Moustache, un chaton orphelin qui avait sauvé sa famille adoptive d'un gros chien errant en utilisant la ruse et le courage au lieu de la force. Léa suivait chaque mouvement, complètement captivée. Quand Thomas arriva au moment culminant de l'histoire, l'enfant ouvrit la fenêtre pour mieux entendre. C'était la première fois en 8 mois qu'elle montrait de l'initiative pour quelque chose. Thomas regarda directement vers Léa en concluant l'histoire, parlant du courage de trouver sa voie quand les personnes chères ont besoin d'aide. C'étaient des mots calibrés avec une précision chirurgicale qui touchaient le problème de Léa sans jamais la presser ou la juger. Quand Thomas finit l'histoire et se prépara à partir, se produisit le miracle que Camille attendait depuis 8 mois. Léa ouvrit la bouche et, d'une petite voix claire, murmura le mot qui changea tout. Merci. Camille commença à pleurer sans pouvoir s'arrêter, 8 mois d'angoisse et d'espoir qui explosaient en un fleuve de larmes libératrices. Thomas leva les yeux, sourit du sourire le plus doux du monde et répondit simplement, promettant de revenir le lendemain avec une nouvelle aventure. Léa acquiesça vigoureusement, et pour la première fois en 8 mois, Camille vit sa fille se comporter de nouveau comme une enfant normale. Dans les jours qui suivirent, s'établit une routine qui devint le moment le plus important de la journée pour Léa. Chaque matin à 8 heures précises, elle était à la fenêtre, attendant Thomas avec une excitation croissante. Les mots de l'enfant augmentaient graduellement. D'abord seulement des remerciements et des saluts, puis de petites phrases, des questions curieuses sur les chats et les histoires.
Camille documentait chaque progrès avec la précision d'une chercheuse, incrédule d'assister à une transformation que les spécialistes les plus coûteux n'avaient pas réussi à déclencher. Thomas semblait posséder un talent naturel pour communiquer avec les enfants. Il ne parlait jamais sur un ton condescendant, ne posait pas de questions invasives, ne forçait pas les réponses. Il racontait simplement sa vie, laissant Léa libre de participer quand elle le voulait. Un matin, Camille prit une décision qui la terrorisait et l'excitait à la fois. Elle descendit dans la cour pendant les heures de Thomas. Elle voulait connaître l'homme qui ramenait sa fille à la vie, le regarder dans les yeux et comprendre s'il était vraiment tout CE qu'il semblait être. Quand Thomas la vit sortir de l'immeuble, il arrêta de raconter et se redressa, soudain conscient d'être observé de près. Camille s'approcha avec l'élégance naturelle de celle qui a l'habitude de commander, mais aussi avec une vulnérabilité dans les yeux que Thomas remarqua immédiatement. Elle était encore plus belle de près qu'elle ne l'avait paru depuis la rue. Cheveux noirs, rassemblés en un chignon impeccable, yeux noisettes profonds, une classe innée qui transparaissait dans chaque geste. Elle portait un tailleur signé qui coûtait plus que le salaire mensuel de Thomas, mais il y avait quelque chose dans SES Manières qui allait au-delà du luxe, une vulnérabilité maternelle qui la rendait complètement humaine. Camille le remercia pour CE qu'il faisait, étonné qu'il ait réussi là où tous les médecins avaient échoué. Thomas rougit, expliquant que l'enfant avait seulement besoin de quelqu'un qui l'écoute sans rien attendre en retour. Parfois les mots sortent quand on ne se sent pas sous pression. Camille fut frappée par la sagesse de cette phrase simple. Cet homme, sans diplôme ni spécialisation, avait compris sa fille mieux que tous les experts consultés. Elle lui demanda s'il voulait prendre un café avec elle pour le remercier comme il se devait. Quand ils se rencontrèrent au café sous l'immeuble, Camille découvrit un Thomas différent de celui qu'elle avait imaginé. Sans la combinaison de travail, il était encore plus séduisant. Mais surtout, il était incroyablement cultivé. Il parlait de littérature, de poésie, d'art avec une passion qui illuminait son visage. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Ce n'était pas l'homme simple qu'elle avait imaginé, mais une personne complexe avec une histoire douloureuse derrière elle. Thomas raconta avoir étudié la littérature, avoir enseigné avant qu'une série de circonstances l'obligent à changer de travail. Sa mère était tombée malade d'Alzheimer précoce quand il avait 30 ans. Il avait dû quitter l'école pour s'occuper d'elle. Quand elle mourut 5 ans plus tard, il était hors du monde de l'enseignement depuis trop longtemps. Aucune école ne voulait embaucher quelqu'un avec CE trou dans le curriculum. C'était une philosophie de vie si différente de celle de Camille, faite de planification stratégique et de contrôle total. Thomas avait appris à fluer avec les événements, à trouver du sens même dans les défaites. Quand ils retournèrent sous l'immeuble, Léa était encore à la fenêtre. Voyant les deux adultes ensemble, elle sourit et battit des mains. C'était la première fois qu'elle montrait de la joie pour la proximité entre sa mère et une autre personne. Thomas dit que Léa était spéciale, qu'elle avait une sensibilité rare, qui un jour deviendrait une force extraordinaire. Camille sentit ses yeux s'humidifier, espérant qu'ils puissent continuer à faire partie de leur parcours. La confession de Thomas fut inattendue. Lui aussi avait besoin d'elle. Il ne s'était pas rendu compte à quel point une famille lui manquait, même si CE n'était que pour 1 heure par jour. C'était un aveu qui toucha Camille plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Les semaines passèrent et la routine matinale devint sacrée pour tous les trois. Léa descendait maintenant dans la cour pour parler directement avec Thomas, riait de ses histoires, posait des questions, se comportait de nouveau comme une enfant normale. Camille se joignait souvent à eux, découvrant qu'elle attendait ce moment avec une excitation qu'elle ne ressentait plus depuis des années. Thomas apportait de petits cadeaux pour Léa, pas des jouets coûteux, mais des trésors trouvés pendant son travail. Une belle plume de pigeon, une pierre polie par le temps, une fleur cueillie dans le parc. Léa gardait chaque cadeau comme s'il était précieux, créant un petit musée sur sa table de chevet. Camille se rendait compte qu'elle aussi était en train de changer.
Ce vêtement était devenu plus décontracté, son sourire plus spontané, sa rigidité de manager se dissolvait en présence de cet homme qui avait apporté la lumière dans leur vie. Un soir, tandis que Léa dormait, Camille alla chez Thomas dans son petit appartement pour l'inviter à dîner. L'appartement la surprit, petit mais accueillant, plein de livres sur chaque surface. Des tableaux peints à la main au mur, des plantes soignées sur les rebords de fenêtres, une sensation de chaleur que son penthouse luxueux n'avait jamais eue, malgré son coût 100 fois supérieur. Pendant le dîner que Thomas prépara, des pâtes simples mais cuisinées avec amour, il lui raconta toute la vérité sur sa vie. Après la mort de sa mère, il était tombé dans une dépression profonde qui lui avait fait perdre tout, travail, maison, dignité. Pendant une période, il avait vécu dans la rue, aidé seulement par des organisations de bénévolat. Une religieuse du centre d'accueil lui avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais oublié. La douleur peut détruire ou transformer en quelqu'un capable de reconnaître la douleur chez les autres. Il avait choisi la seconde option. Camille écoutait, fascinée. Cet homme avait vécu une chute qui aurait détruit n'importe qui, mais en était sorti plus fort, plus compatissant, plus humain. C'est pourquoi il avait tout de suite compris Léa, parce qu'il connaissait la douleur. La révélation qui changea tout arriva presque par hasard. Tandis que Camille feuilletait un des livres de Thomas, elle trouva une photo qui la fit se raidir. C'était Thomas 20 ans plus tôt, en costume-cravate, recevant un prix. Au dos, Thomas Martin, enseignant de l'année, prix national pour l'excellence éducative. Camille reconnut le prix. Son père faisait partie du jury des années auparavant. Thomas n'était pas simplement un enseignant, mais l'un des meilleurs de France. CE qu'elle voyait maintenant était CE qu'il était vraiment, un éducateur né, quelqu'un avec le don d'entrer dans le cœur des enfants. Thomas commença à pleurer silencieusement, des années de douleur et de regret qui trouvaient enfin un exutoire. Camille l'étreignit instinctivement, et pour la première fois depuis des mois, tous deux se sentirent vraiment chez eux. Camille avait une proposition. Son groupe pharmaceutique possédait une fondation éducative qui cherchait quelqu'un pour diriger les programmes pour enfants en difficulté. Quelqu'un qui comprenne vraiment CE que signifie être blessé et avoir besoin de guérir. Thomas ne pouvait pas croire qu'elle le voie capable de diriger une fondation, mais Camille insista. C'était l'homme qui avait guéri sa fille, avec le pouvoir des mots, l'éducateur le plus naturel qu'elle ait jamais rencontré. Le reste n'était que des titres sur un morceau de papier. C'était le début d'une transformation qui allait changer leur vie à jamais. 3 mois plus tard, Thomas avait quitté la combinaison orange pour retrouver les vêtements élégants, mais ses yeux gardaient la même gentillesse qu'auparavant. La Fondation Dubois pour l'éducation thérapeutique était devenue son nouveau monde, transformée en un lieu magique où les enfants traumatisés retrouvaient la voie à travers des histoires, des jeux et de l'amour authentique. Léa était devenue sa petite assistante officieuse. L'enfant, maintenant complètement guéri du mutisme, aidait Thomas avec les autres enfants, racontant son expérience et démontrant qu'il était possible de surmonter les traumatismes les plus profonds. Elle avait grandi comme une petite thérapeute naturelle, capable de reconnaître la douleur dans les yeux des autres enfants et d'offrir le réconfort que seul celui qui a souffert peut donner. Camille regardait cette transformation avec émerveillement et gratitude. Sa fille n'avait pas seulement retrouvé la voie, mais avait découvert sa mission, aider les autres. Thomas avait retrouvé sa vraie nature, redevenant l'éducateur exceptionnel qu'il avait toujours été dans son cœur. La relation entre Camille et Thomas avait grandi lentement, avec la délicatesse de ceux qui ont appris que les plus belles choses doivent être cultivées avec patience. Il n'y avait pas eu de hâte, seulement 2 adultes blessés qui avaient appris à guérir ensemble, tout en aidant un enfant à retrouver son chemin. Le soir où Thomas lui demanda de l'épouser, Camille n'eut aucun doute. C'était dans la cour où tout avait commencé, avec Léa qui jouait non loin. Pas pour le romantisme du moment, mais pour la certitude que cet homme avait apporté dans sa vie quelque chose que tous les millions du monde n'auraient jamais pu acheter. L'amour authentique.
Le mariage fut simple, célébré dans la même cour où Léa avait prononcé son premier mot après des mois de silence. Seuls les plus chers étaient présents, collègues de la fondation, enfants que Thomas suivait, amis retrouvés du monde de l'enseignement. Aucun faste, seulement l'amour authentique et la joie d'avoir construit quelque chose de beau des décombres de la douleur. Léa fut la demoiselle d'honneur parfaite, radieuse dans une petite robe bleue choisie personnellement. Pendant la cérémonie, elle leva la main et demanda à parler. D'une voix claire, elle dit que Thomas était déjà son papa du cœur depuis longtemps, que maman était plus heureuse depuis qu'il était là, et qu'elle aussi disait oui à ce mariage. Il n'y eut pas un œil sec parmi les présents. Camille et Thomas se regardèrent avec les larmes coulant sur leurs visages, sachant qu'ils venaient de recevoir la bénédiction la plus importante. 1 an après le mariage, la Fondation Dubois avait ouvert 3 nouveaux sites en France et 1 à Londres. Thomas était devenu une référence internationale pour la thérapie éducative, invité à des conférences dans le monde entier pour partager sa méthode basée sur l'écoute authentique. Camille avait appris à déléguer davantage dans l'entreprise, consacrant de plus en plus de temps à la fondation et à la famille. Elle avait découvert que le plus grand succès ne se mesurait pas en chiffre d'affaires, mais dans la lumière dans les yeux des enfants guéris. Léa, maintenant âgée de 9 ans, était devenue une petite leader dans son école. Elle aidait les camarades plus timides, organisait des spectacles théâtraux, avait été élue déléguée de classe à l'unanimité. L'enfant silencieuse était devenue une jeune femme avec une mission, utiliser le pouvoir des mots pour construire des ponts entre les personnes. 5 ans après cette première rencontre dans la cour, Léa, maintenant âgée de 12 ans, monta sur la scène de l'amphithéâtre de Sciences Po pour recevoir le prix national pour un essai sur la communication thérapeutique. Le titre était « Comment j'ai retrouvé ma voix et appris à donner la voix aux autres ». Quand Léa commença à parler, sa présence scénique capta complètement le public. Ce n'était plus l'enfant silencieuse d'il y a 5 ans, mais une jeune femme sûre d'elle, avec une mission claire et la détermination de sa mère. Elle raconta son histoire avec une maturité surprenante, comment 5 ans auparavant, elle n'arrivait pas à prononcer un seul mot, comment la douleur l'avait privée de la capacité de communiquer. Puis était arrivé un homme en combinaison orange qui ramassait les déchets, mais qui en réalité était un maître déguisé en éboueur. Cet homme ne lui avait pas demandé de parler, ne l'avait pas pressé, ne l'avait pas jugé. Il avait simplement commencé à lui raconter des histoires, comme si elle était la personne la plus importante du monde. Léa expliqua avoir appris que guérir ne signifie pas oublier la douleur, mais la transformer en quelque chose de beau. Son silence était devenu sa force. Elle savait reconnaître quand quelqu'un avait besoin d'être écouté, savait combien un mot gentil était important. Elle conclut en disant que leur fondation avait aidé plus de 2000 enfants à retrouver leur voix. Mais son message était pour tous les enfants qui l'écoutaient. Leur voix était précieuse, leurs sentiments importants, et il y avait toujours quelqu'un prêt à les écouter. Les applaudissements qui suivirent durèrent 5 minutes. Le public se leva, beaucoup pleuraient, tous avaient été touchés par l'histoire de cette famille extraordinaire, née de la rencontre entre une douleur profonde et un amour authentique. Après la cérémonie, en rentrant à la maison, Léa prit par la main Camille et Thomas. Elle dit que selon elle, le papa biologique était parti pour faire place à Thomas, et que son silence avait servi à la préparer pour devenir la voix de tous les enfants qui n'arrivent pas à parler. Camille et Thomas se regardèrent par-dessus la tête de Léa, voyant dans les yeux de l'autre le même émerveillement et la même gratitude. Leur enfant avait transformé une tragédie en mission, la douleur en sagesse, le silence en un chœur de voix qui chantait l'espoir. Ce soir-là, dans la cour où tout avait commencé, tous 3 s'assirent sous l'arbre qui avait été témoin du premier sourire de Léa. L'enfant ramassa quelques feuilles tombées et les disposa en un cercle parfait, disant que c'était eux, un cercle où chacun avait sa place et tous se tenaient par la main. Le silence qui s'abattit sur eux n'était plus celui du désespoir, mais celui de la paix profonde.
Ils avaient appris qu'il faut parfois perdre la voix pour comprendre vraiment combien elle est précieuse et que l'amour vrai est celui qui vous aide à la retrouver quand vous êtes prêt à chanter à nouveau. L'histoire de Léa, Camille et Thomas devint un exemple pour des milliers de familles, la preuve que des moments les plus sombres peuvent naître les lumières les plus brillantes et que parfois les anges arrivent déguisés en personnes ordinaires qui portent dans leur cœur une richesse infinie d'amour et de sagesse. Mettez « J'aime si vous croyez au pouvoir guérisseur des mots gentils », commentez en racontant un moment où quelqu'un vous a donné une voix quand vous n'arriviez pas à parler. Partagez pour honorer ceux qui écoutent vraiment, sans juger. Abonnez-vous pour plus d'histoires de famille qui se reconstruisent à travers l'amour authentique. Parfois celui qui semble avoir le moins a le plus à enseigner. Parfois la plus belle famille est celle qui naît quand des âmes blessées décident de guérir ensemble. Et parfois, il suffit d'un mot gentil pour redonner l'espoir à celui qui l'avait perdu.